Education is crucial for a sustainable future. It reduces poverty and inequality and creates economic opportunities. Although education is central to personal and social development, it is also the most underfunded sustainable development goal. Despite important progress in the last decades, education and training systems around the world have still not succeeded in providing equitable and quality education for all. Et de formation du monde entier ne sont toujours pas parvenus à fournir une éducation équitable et de qualité pour tous. Aujourd'hui, le monde est au cœur d'une crise mondiale de l'éducation. 222 millions d'enfants ont vu leur droit à l'éducation arraché des mains par les impacts multiples des conflits, du changement climatique et d'autres crises prolongées. Sur ce nombre, on estime que 78 millions ne sont pas du tout scolarisés, soit plus que la population totale de la France, de la Thaïlande ou de l'Afrique du Sud. 671 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde ne savent pas lire. C'est plus de 8% de la population mondiale totale. En conséquence, les enfants ne disposent pas des compétences de base nécessaires pour poursuivre leur éducation et leur formation tout au long de leur vie. C'est une génération entière qui risque d'être perdue. Les systèmes éducatifs sont confrontés à des défis colossaux. Les fermetures d'écoles et les restrictions de contact liées au Covid ont eu un impact dévastateur sur les enfants, les enseignants et les parents, alors qu'elles ont touché de manière disproportionnée les personnes les plus vulnérables. Depuis le début de la pandémie, le nombre d'enfants ayant des difficultés d'apprentissage a augmenté pour atteindre environ 584 millions, ce qui a effacé 2 décennies de progrès antérieurs. Les situations de conflit et d'après-conflit créent certains des principaux obstacles à l'éducation, notamment par le biais de conflits directs, de destruction ou de déplacements et de recrutement d'enfants soldats. Les catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les inondations ont un impact sur l'accès et la qualité de l'éducation, soit indirectement par l'augmentation de la pauvreté, les déplacements et les problèmes de santé, soit directement par l'endommagement ou la destruction des infrastructures d'apprentissage et des routes. Comme les apprenants n'ont souvent pas les moyens de payer les coûts directs et indirects de l'éducation, la pauvreté reste l'une des principales raisons de ne pas avoir accès à l'éducation. Les crises économiques, les coûts budgétaires et le manque de financement créent des défis supplémentaires pour les systèmes éducatifs. L'inflation est en hausse dans le monde entier, les perspectives économiques s'aggravent, ce qui rend d'autant plus essentiel de relever ce défi. La Suisse s'engage depuis de nombreuses années en faveur du droit à l'éducation. L'éducation de base ainsi que la formation professionnelle sont des piliers importants de la coopération internationale de la Suisse. Aujourd'hui, le Forum sur la coopération internationale réunit des experts de différents domaines pour élaborer des solutions innovantes aux défis du secteur de l'éducation. Il cherche à renforcer l'autonomie des jeunes par l'éducation, en leur enseignant les compétences de base nécessaires à leur formation générale et professionnelle tout au long de leur vie. Sans éducation, il n'y a pas de croissance économique ni chez nous ni à l'étranger. En leur enseignant aussi les compétences futures. Sans éducation tournée vers l'avenir, il n'y a pas de recherche ni d'innovation, ni chez nous ni à l'étranger. Et aussi en leur apprenant à résoudre des problèmes complexes et à agir. La lutte contre la crise du climat, de l'énergie et de la faim passe par l'éducation et l'autonomisation des jeunes. La Suisse est un leader en matière d'innovation, de recherche et de développement économique. Avec son système dual, elle peut apporter une grande contribution à des systèmes éducatifs résilients. L'éducation pour l'avenir est donc le thème central de ce forum 2023 et de l'époque actuelle. Relevons ces défis ensemble et explorons des approches et des solutions concrètes et différentes. Welcome everybody. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ce forum sur la coopération internationale, l'éducation pour l'avenir. Bienvenue à vous tous et toutes ici à Genève. Et bien sûr aussi à toutes les personnes qui sont là avec nous en ligne. Je suis Claire Doux. Je suis Noémie Graham. My name is Lucky Natil. Je suis Lucky Natil.
Bon après-midi. Alors, nous parlons plusieurs langues et nous sommes vos modératrices. Nous allons vous guider à travers ce programme, mais il y a bien sûr aussi des interprètes professionnels qui vont traduire vers le français et l'allemand. On a entendu qu'il s'agit de l'avenir de l'éducation. Donc, c'est l'objectif numéro 4 des objectifs de développement durable. Mais nous ne faisons pas assez pour avoir une bonne éducation pour tout le monde. Ce forum vise à partager des approches et des solutions. On entendra des orateurs, oratrices de partout dans le monde. On trouvera ce qui se passe dans leur propre contexte. Il y aura aussi beaucoup de temps pour pouvoir s'engager via slido.com. Donc, prenez votre téléphone mobile. Vous pouvez donc prendre une photo de ce code QR. Après, vous allez sur slido.com et avec ce QR code, vous allez avoir accès. Et donc, il y a 2700 personnes qui sont aussi là à Genève et plus de 20 pays participent aujourd'hui. Et puis, on demandera aussi des questions spécifiques à ce public. On fera en sorte à ce qu'on vous écoute, on vous entende. Et puis, on essaiera vraiment de répondre à certaines questions et Lucia et moi, on va effectivement veiller à cela. On doit aussi utiliser donc ce hashtag IC Forum et Youth for Solutions. So now it's my great pleasure to welcome on stage our first speaker of today, Patricia Danzi, the Director General of the Swiss Agency for Development and Cooperation. Welcome. De développement et de coopération. Patricia, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de ce forum aujourd'hui? Merci d'avoir une animatrice aussi jeune, dynamique. Merci de venir à Genève. Alors, à quoi est-ce que je m'attends? Je m'attends à ce que nous soyons tous et toutes experts. On a été tous et toutes à l'école, on a eu des profs, bons ou mauvais. On a continué notre éducation et cela fait qui nous sommes aujourd'hui. Nous sommes donc des experts et expertes. On a beaucoup de défis, on l'a vu dans cette vidéo. Et il y a des différentes crises, les tremblements de terre, enfin plein de choses qui touchent à l'éducation. Et on verra ce que sera l'influence de tout cela. Je pense que cette intelligence collective ici dans la salle et en ligne, on a des gens du secteur privé, du secteur financier, on a des jeunes, des gens plus expérimentés, on a des gens du secteur public aussi, des ONG, la société civile, et nous avons vraiment le potentiel de faire en sorte à ce que la coopération internationale soit meilleure dans le domaine de l'éducation. C'est à quoi je m'attends, donc je vous demande de partager vos expériences, apporter tout ce que vous savez ici dans la salle et en ligne. Et comment est-ce que l'éducation s'insère dans le développement durable? Eh bien, je peux dire qu'il n'y a pas de développement durable sans l'éducation. Nous avons donc l'objectif numéro 4 des objectifs de développement durable. Ça concerne l'éducation et là, on est en retard, tout comme pour d'autres objectifs durables. Mais alors, il faut faire un effort. Il faut vraiment se lancer car les gens qui sont bien éduqués ont le choix. On peut choisir comment et quoi on veut faire, dans quoi on s'investit, à quoi on dédie ses efforts et comment on peut être plus résilient face aux crises. Si vous voulez vraiment avancer, il faut aussi investir dans l'éducation. C'est vraiment quelque chose qui soutient le tout. Oui, justement, après le forum, il y a aussi une conférence sur l'education. Education cannot wait. L'éducation ne peut pas attendre. Donc, effectivement, il y a ici quand même des experts, également des ministres ici présents, et cela enrichit
enrichi bien sûr notre forum sur la coopération internationale. Et nous savons aussi que le financement est important pour l'éducation. Et donc, on voulait vraiment être là avant cette autre conférence pour trouver les leviers pour retrouver du financement. Nous créons l'autre conférence avec la Colombie, l'Allemagne, la Norvège et le Sud-Soudan. Donc, nous avons créé cette alliance pour vraiment nous focaliser sur l'éducation pour faire face aux crises qui se passent actuellement dans le monde. Merci beaucoup. On aura encore de vos nouvelles plus tard dans la journée. Merci Lukina, merci Patricia. On a entendu donc cet objectif numéro 4 des objectifs de développement durable est celui qui est le moins financé. Et donc, quand on veut investir dans le développement durable, on doit aussi investir dans l'éducation résiliente. Et c'est de cela qu'il s'agit ici dans ce forum. On passe maintenant du financement à l'économie. Et nous sommes heureux de savoir que la directrice Hélène Boudliger du SECO ici a préparé un message pour nous. Bon après-midi, salutations de Berne. Je suis Hélène Boudliger-Atieda. Je suis donc secrétaire de l'économie, le SECO. J'aurais aimé être avec vous ici à Genève et j'aimerais aussi souhaiter une cordiale bienvenue à toutes les personnes qui sont là en ligne. Vous vous posez peut-être la question pourquoi le SECO parle aussi de l'éducation. Eh bien, il s'agit là d'une réponse assez claire pour moi. Tout d'abord, je rencontre pas mal d'entreprises suisses, aussi des investisseurs, et je leur demande pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir en Suisse. Et très souvent, on me dit c'est que il y a ici vraiment une force de travail qui est très qualifiée, très bien éduquée, donc ils ont le talent qu'il leur faut pour faire des bénéfices, pour avancer vers l'avenir. Donc, le talent humain est vraiment clé pour un paysage économique qui est vibrant. Deuxième point, c'est que la Suisse a également un paysage éducatif qui est très diversifié. Donc, il y a les universités qui font la recherche académique à un haut niveau, ce qui est important aussi pour le gouvernement suisse qui investit dans toutes sortes de types de recherche, également dans la recherche de base. On ne voit pas nécessairement des produits commerciaux qui en découlent, mais c'est très important. Puis, il y a aussi l'autre niveau, c'est-à-dire je montre cela à l'horizontale, c'est donc pas vertical. Donc, on a cette recherche à la frontière de ce qui est possible, mais on a aussi un système très important d'apprentissage en Suisse. En fait, 2/3 des jeunes en Suisse ne décident pas toujours d'avoir une carrière académique. Non, ils suivent d'abord un apprentissage. Donc, 2/3, donc la majorité des jeunes en Suisse commencent par ce biais-là. Et ensuite, ils ont aussi la possibilité de continuer. Soit ils deviennent propriétaires d'une entreprise, ou bien ils font de la science appliquée, ou bien ils veulent devenir des artisans. Et donc là, vraiment, le système suisse permet cette possibilité-là et ça permet aussi d'avoir des innovations tout à fait pratiques. Parfois, ce sont des approches de niche, mais cela, bien sûr, aussi contribue à la richesse de la Suisse. Troisième point qui est aussi vital pour nos conversations après, l'UNESCO a dit si les enfants pouvaient au moins finir l'école secondaire, on pourrait en fait couper la pauvreté en deux. Alors cela montre bel et bien que les gouvernements ont intérêt à investir dans l'éducation. Donc on aurait une croissance de 10% aussi des économies. Donc pour le résumer, l'éducation est bon pour combattre la pauvreté, c'est aussi important pour faire grandir nos économies, créer la valeur dans nos sociétés. Et je crois que c'est vraiment très important et c'est pour cela que c'est un honneur, un plaisir de pouvoir m'adresser à vous et je vous souhaite des conversations qui soient riches et intéressantes.
Nous avons entendu la directrice du SECO, Hélène Bouliger. Donc, il est important d'investir dans l'éducation pour diminuer la pauvreté, améliorer le développement. Maintenant, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Ms. Aboud-Bien, qui est donc la ministre du Sud-Soudan, responsable de l'éducation. Thank you very much, and a warm greeting from South Sudan. And I want to thank the Swiss government for organizing this important conference to address issues of education. Thank you so much for being here. My first question to you would be, can you share why is it so important from your point of view and expertise to invest in education? I think education is so important if we are to make a difference all over the world. First, education empowers citizens, empower children, empower communities, and empower people. Today, we have a lot of challenges in the world that are threatening education, especially children who are in crisis. And I think you have seen the video. It can speak by itself. So it is important that the world make a U-turn to pay attention to the education. If we were not educated, we would have not been here today. We would have not been able to speak before you. I think it's a tool that empowers citizens to live their own life, to get them out from poverty. And if there is anything that we can invest in as people, it is education. And as a mother, every single thing I have in my hand, I have to invest for the children education so that tomorrow is going to be a better world. Wow, thank you so much. I would love to ask you to share a little bit more about your perspective from South Sudan. What are the key challenges that you would say you are facing and the opportunities that you have found in addressing them? I think every situation has a great... Je pense que toute la situation a une grande possibilité, surtout en crise. Et force est de constater comment faut-il donc surmonter la vie. Donc c'est en quelque sorte une clé qui nous ouvre les possibilités sur le monde. Nous avons des générations qui étaient perdues en la matière. Nous avons 2 générations qui n'ont pas été scolarisées dans le sud du Soudan. Et nous avons donc des retards à combler. Et nous devons aussi composer avec le changement climatique, mais nous devons aussi surmonter nos conflits que nous avions dans notre pays avec la guerre civile. Donc, il faut dire que nous devons donc investir davantage que dans le passé dans l'éducation, parce que l'éducation est la clé de voûte, comme je le disais. Mais depuis l'année dernière, nous avons donc augmenter l'éducation à titre de plus de 5% dans la partie sud de notre pays. Et surtout, nous essayons de travailler avec nos partenaires, notamment nos partenaires en Suisse, notamment si donc l'éducation doit être renforcée. Donc, d'une part, nous voulons donc améliorer les salaires pour le corps enseignant parce que, évidemment, les éducateurs, les professeurs sont aussi une clé de voûte. Mais nous avons donc augmenté les salaires considérablement. La semaine dernière, eh bien, nous avons déterminé un arrêt présidentiel pour généraliser la bonne éducation pour tous les enfants dans le sud du Soudan. Ce sont donc des enfants qui doivent donc fréquenter les classes. Et cela est un facteur d'habilitation pour faire en sorte que chaque enfant ait la chance pour aller donc à l'école. Nous avons des enfants qui n'ont jamais vu une salle de classe dans leur vie. Et notre communauté manque en matière de bonne infrastructure. Des choses qu'on ne connaissait pas doivent devenir possibles afin que l'éducation atteigne toutes les personnes. Il ne s'agit pas de laisser les gens sur le carreau, mais de les emporter, de les sortir de ce cercle vicieux qui est donc évidemment la pauvreté et le manque d'éducation. Et nous aimerions que cela change. Et nous aimerions aussi que tout le monde puisse mener une meilleure vie. Donc,
Nous avons beaucoup de défis à relever. Le désastre national que nous avons vécu n'est toujours pas complètement terminé, donc il est très important que nous persistons et signions et que le gouvernement suisse nous assiste dans cette crise. Nous avons des problèmes en Syrie, nous avons des problèmes en Turquie, le terrible tremblement de terre, mais aussi la guerre civile. C'est notre responsabilité collective comme gouvernement, comme donateur, comme bailleur de fonds, comme partenaires internationaux, de porter notre support à ces enfants, que les enfants ne règlent pas la facture du présent et du futur de ce pays. Je suis très inspiré par vos paroles. C'est quelque chose de très, très impressionnant. Mais qu'en est-il aussi du Sud du Soudan? Mais avec votre initiative, eh bien, vous dites que la formation ne peut pas attendre et il faut évoquer la conférence de financement qui va bientôt se faire en Suisse. Et cela en extrême corrélation avec l'Irlande, avec la Colombie, la Norvège et aussi la République du Niger. Est-ce que vous auriez un message que vous aimeriez partager avec des personnes qui sont des vôtres, des participants? Il s'agit donc de l'accessibilité de la formation et de l'éducation pour tout le monde. Eh bien, mon message est tout à fait clair. Nous toutes et tous, comme individus, nous pouvons donc faire la différence. Mais aussi, comme membres du gouvernement, nous pouvons faire peser la balance dans la bonne direction. Nous pouvons le faire aussi comme nation. Si nous investissons dans la bonne chose et la bonne cause, avec la bonne mentalité, le résultat sera prometteur, dont on pourra dire avec un effet rétroactif que nous avons œuvré pour une bonne chose. Ce petit enfant qui devait traverser des rivières pour se rendre à l'école, qui pendant une sécheresse, une soudure, pouvait quand même fréquenter l'école. Les enfants qui ont été chassés de leur province, qui ont eu accès à l'école, eh bien, j'ai fait partie de ma contribution, modeste mais importante quand même. L'éducation et la formation ne peuvent être garanties que si tout le monde, nous travaillons un seul pays, à lui seul ne saurait faire uniquement la concertation des individus, des nations et des sociétés vont faire la différence. Parlons d'une même voix, travaillons dans la même direction, coordonnons-nous afin que les futures générations aient un meilleur avenir. Investissons dans la formation et dans l'éducation, propageons le message de l'espoir. Préparons-nous pour un bon avenir. 220 millions d'enfants qui manifestement demandent l'éducation et qui n'en ont toujours pas. Faisons ce que nous pouvons faire, donnons ce que nous pouvons donner. N'hésitons pas, ne tergivons pas, agissons pour nous et pour tout le monde. Un grand merci, Madame l'ambassadeur, pour votre travail. Madame le ministre aussi pour votre travail excellent, pour votre persévérance pour une bonne et juste cause. Un grand merci du fond du cœur. And we are now turning our attention to another part of the globe. À l'heure actuelle, nous allons passer donc à un autre pays qui mérite aussi notre intérêt et nous nous rendons en Bolivie, en Amérique latine. C'est merveilleux, on traverse un continent et un océan pour y atteindre. Nous allons donc directement entendre de Bolivie, comme vous le voyez sur l'écran, et plus tard aussi sur l'écran géant. Donc un défi, un changement positif. On parlera de formation professionnelle, un projet qui existe en la matière. Et si vous voulez poser une question, eh bien, il vous sera loisible de le faire par Slido, mesdames et messieurs, par ce logiciel. Et utilisez le hashtag ICForum. Comme ça, vous pouvez vous acquitter de votre question. Une petite partie va se faire en espagnol et vous avez aussi une traduction simultanée. Soyez donc les bienvenus. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je réponds du programme national. Je suis à Santa Cruz, en Bolivie. C'est un grand plaisir de dresser un petit rapport sur les expériences de notre centre. Eh bien, ce projet, quant à lui, a vu le jour en 2018. Il est soutenu par le truchement de beaucoup de donateurs suisses, du développement coopération de Suisse, où nous aimerions vous démontrer de quelle façon le centre est en train d'avoir modernisé ses filières de cours. De fait, nous avons 72 centres répartis sur tout le territoire de la Colombie. On va voir ce que nous avons donc fait en la matière. Une petite vidéo. En Bolivie, dans ce pays des Andes, la coopération au développement suisse soutient 72 centres de formation. Les centres ont dû être fermés à cause de la
en 2020 à cause de la COVID-19. Pour garantir la pérennisation de la formation, nous avons développé des méthodes innovatrices. Les enseignantes et enseignants se sont mis en scène par le télétravail et les étudiants étaient très flexibles. Les centres ont été adaptés autant que les salles de classe et les contenus ont été développés pour la numérisation et pour la propagation de la matière. Des simulateurs ont été mis à contribution pour les exercices pratiques et des relations Internet pour des étudiants avec des petits revenus ont permis qu'ils puissent suivre aussi les études par leur téléphone mobile. Donc la distance géographique a cessé d'être un problème de nos jours. Nous avons besoin de la coopération de toutes et tous, une alliance stratégique entre le secteur public et le soutien par la coopération de développement international pour véritablement promouvoir la formation dans les institutions technologiques. Ce qui veut dire que des dizaines de milliers d'étudiants ont pu continuer leur filière, améliorant leurs chances de trouver à terme un poste de travail. Les connaissances numériques font une partie intégrante des filières de formation. Les étudiants dans les sites de formation technologique bénéficient d'une meilleure maîtrise de la technologie qui leur sera utile pour le travail. Donc, cette filière fonctionne dans les règles de l'art. En effet, je suis ici dans un de ces centres, dans une de ces salles de classe, avec la directrice responsable du projet. Elle va nous dire de quelle façon la modification s'est frayée la voie dans cet institut, comme dans d'autres sites que nous soutenons. Et cette formation virtuelle a véritablement rendu un bon enseignement. Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et tous. Soyez les bienvenus dans l'Institut technologique ENSEC. Pendant la pandémie, la COVID-19, nous étions dans l'obligation de supprimer l'enseignement présentiel et de le remplacer par une numérisation. On s'y est préparé à de nouvelles méthodes, mais grâce à la coopération avec beaucoup de prestataires, cela est devenu possible. Et grâce à ces plateformes numériques, qui étaient d'ailleurs mises à disposition de façon gratuite, nous avons pu coopérer avec qui de droit et dans ce contexte, développer notre propre plateforme, à terme en tout cas. Si bien que nous avons vu assez aisément qu'il est extrêmement important de faire des filières et des formations et de mettre à contribution la plateforme et que le matériel soit aussi adapté à l'enseignement tel qu'il se présentait. Nous avions le soutien très précisément de la coopération de développement de Suisse afin que nos étudiants reçoivent les micros, les ordinateurs ou les laptops pour participer à ce projet et tout était interactif, très opératoire. À partir de notre laboratoire, nous avons pu aussi développer notre propre serveur. Il était très important que toutes ces structures de sous-bassement fonctionnent. Notre plateforme avec notre propre serveur nous donnant une certaine autonomie, ce qui a fait en sorte que la formation technologique à travers ces sites a pu être pérennisée malgré la COVID-19 et que l'enseignement n'a pas été interrompu afin que les jeunes bénéficient d'une filière de bout en bout ininterrompue. Très bien, c'était quand même une des expériences que nous avons faites et Madame la directrice l'a dit de façon très loquace. Nous allons parler avec une des professeurs, une des enseignantes. Elle répond très précisément de la filière de la gestion des entreprises. Comment avez-vous fait ce changement avec les nouvelles possibilités technologiques, plutôt de faire donc un enseignement ex cathedra? Merci de me poser la question. Je suis Moria Donei et je suis donc professeur d'administration et de gestion d'entreprise auprès d'ENSEC. Oui, comme vous l'avez dit dans votre question, il était important que nous apprenions ces nouvelles méthodes et que nous les mettions à contribution dans le cadre d'un élément qui changeait du présentiel vers un espace virtuel de la classe. Sauter ce pas est très, très important pendant toute la pandémie, de garantir la pérennité de cet enseignement, qu'il n'y ait pas des interruptions à une époque où donc les jeunes étaient privés d'une présence précisément sur place. Il y avait beaucoup de problèmes dans notre pays, comme vous le savez, des problèmes sociaux, des tendances de déstabilisation sociétale, etc. Et avec les compétences que nous avons acquises, que nous avons accumulées de façon numérique, nos apprenants et étudiants ont ainsi amélioré leurs chances de terminer avec succès leur filière de formation et de trouver un emploi. Merci beaucoup. Voilà, c'est un centre universitaire académique, mais c'est aussi un centre de pragmatisme
pragmatisme, où donc les défis sont empoignés avec pragmatisme en faveur des jeunes lors de ces transformations. Nous savons pertinemment, par exemple, que Internet en Bolivie est extrêmement onéreux et les connexions ne sont pas toujours très stables, hein. Nous discutons avec une jeune femme qui a fait ses expériences et qui a fait de nécessité vertu, puisqu'il a fait une formation technologique pour la comptabilité. Et c'était un peu difficile pour vous. Merci beaucoup de me poser cette question. Ayant été confrontés à cette situation et à ce temps, eh bien, beaucoup de personnes avaient abandonné leur formation parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur et pas d'Internet. Donc, ils étaient complètement de guerre lasse. Et en partie, il faut dire que les parents leur ont donné un coup de main de pérenniser malgré tout leur formation. Et nous avons aussi trouvé du soutien à travers certaines personnes privées qui étaient en veine de largesse ou qui nous garantissaient certains accès à certains PC. Donc, on s'est beaucoup entraidé en la matière. Et pendant cette pandémie, il était important que la solidarité règne et qu'on se soutenait de façon mutuelle. En partie, il faut dire que le matériel a été en quelque sorte partagé. La formation que j'ai parcourue en matière de plan comptable ou de comptabilité, eh bien, sans l'accessibilité de ces ordis, n'aurait pas été possible. C'était très, très important que nous bénéficions pour les préparatifs de cette infrastructure. Je me félicite que cela ait été possible. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Et voici encore peut-être un autre témoin que nous pouvons interroger. Que disent les jeunes gens, les jeunes hommes? J'ai un jeune homme qui est assis à côté de moi, qui, quant à lui, pendant ce temps, avait été frappé aussi de plein fouet de ces défis et qu'il les a maîtrisés à sa façon et qui aujourd'hui veut aussi donc témoigner. Eh bien, quelles étaient vos expériences? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez vécu, s'il vous plaît? Quelle était votre situation à l'époque? Merci beaucoup. La plus grande des difficultés que nous avions, et cela n'étonnera personne, à savoir, eh bien, que lors de ce projet, nous n'avions pas le matos nécessaire au début. On était en pénurie de matériel. Et il fallait aussi garantir un accès à ces différentes plateformes virtuelles qui s'apprêtaient à se mettre en scène. C'était assez difficile, parfois presque un peu rédhibitoire d'acquérir toutes ces connaissances. Et par ailleurs, pendant ces 2 ans, il fallait donc multiplier beaucoup d'efforts pour surmonter ce manque d'enseignement présentiel. Eh bien, j'étais à domicile, parfois je croupissais à domicile, mais grâce à l'aide que j'ai reçue, eh bien, j'ai quand même pu bénéficier de ce téléenseignement qui m'était d'une parfaite utilité. Et aussi le travail pratique, quant à lui, à travers cette connexion Internet était possible. J'ai même fait un certain stage, pour ainsi dire, à distance, grâce à ces connexions Internet et de sauter de la théorie vers une formation pratique. Nous rendons l'antenne à Nora, qui est en Suisse, puisqu'elle a reçu par Sislando une question et nous essayons donc d'y répondre à travers les continents et les océans. Nora? Oui, c'est un projet extrêmement intéressant, me semble-t-il, en Bolivie, dans cette République des Andes. Nous nous félicitons d'accuser réception donc les témoignages tant des professeurs que des étudiants. Mais une question que Sislando nous a transmise se présente comme suit. Eh bien, quelles étaient les clés de voûte les plus importantes pour le succès de ce projet? Qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon? Enseigner dans des situations difficiles. Et qu'en est-il de la situation pour les perspectives professionnelles des jeunes qui ont fait un bouclement ou un diplôme? Eh bien, peut-être va-t-on s'interroger tout d'abord la directrice qui donc a un peu la vue synoptique. Quel est donc l'impact de ces nouvelles technologies? Par quoi se traduisent-elles en matière de succès? Madame la directrice, s'il vous plaît. Oui, merci. Je crois que il y a quelques éléments décisifs pour que nous puissions maintenir la formation universitaire. C'était l'engagement de tous les prestataires. Chacun a sa fonction, chacun a apporté sa contribution. Donc les autorités, l'administration, les apprenants et les étudiants, mais aussi le corps enseignant. Tout le monde tirait la couverture du même côté, si bien qu'il était possible que donc l'annus academicus a pu se faire sans interruption.
Et bien sûr qu'il y avait des procédures auxquelles les jeunes pouvaient s'inscrire. Il fallait que nous sortions des sentiers battus et que nous nous familiarisions avec de nouvelles voies, avec ces nouvelles méthodologies, télétravail, téléenseignement et soutien numérique à de multiples reprises. C'était une grande aide pour nous toutes et tous au sein de l'institution, mais aussi dans la société civile et dans les différents soutiens matériels dont nous étions bénéficiaires. Parce que les connexions Internet, comme on l'a dit tout à l'heure en Bolivie, ne sont pas une sinécure, sont plutôt une gageure. Et bien une gageure qui a été gagnée parce qu'on l'a améliorée et on a renforcé aussi, grâce aux tablettes, aux ordinateurs, la stabilité de la connexion, ce qui nous a permis, évidemment, de garantir une certaine pérennisation. Tous les étudiants, pendant la 3e et ultime année, ont fait aussi, comme le racontait le jeune tout à l'heure, des stages. On fait des stages et pour ce faire, on a besoin de capacités ou de dextérité spéciale. Et à travers donc les filières de formation de notre institut, nous avons pu jeter un pont sur la rivière, donc entre la théorie et la pratique, entre le téléenseignement et la possibilité de faire un stage pour améliorer les perspectives sur le marché d'emploi de ces jeunes. Nous avons pas mal de cas de nos étudiants qui ont fait un diplôme, j'allais presque dire contre vents et marées. Et il y a des entreprises qui viennent chez nous, qui viennent quérir et une bonne consultation et même des personnels. Merci Armena. On a reçu plusieurs questions, un peu difficiles de séparer le bon grain de l'ivraie, mais elles sont toutes importantes ces questions. Mais peut-être une question qui est assez évocatrice et qui mérite d'être citée. De fait, il y a beaucoup de pays, beaucoup d'États-nations qui s'engage pour la numérisation. Question donc aux enseignants ou à l'enseignante qui est près de chez moi. Quelle est la suite à donner avec ces nouvelles formes du télétravail, du téléenseignement au-delà de la pandémie? Est-ce que vous retournez au présentiel à 100%? Merci aussi pour cette question. C'est un grand défi qui nous guette toujours que de se préoccuper, même au-delà de la pandémie, de ces nouvelles méthodes et méthodologies dans la numérisation et dans l'interconnectivité. Mais je pense que ces compétences que nous avons acquises un peu dans une situation de catastrophe, la pandémie, nous seront utiles aussi pour le futur proche en matière de l'enseignement et en matière aussi des futures activités socio-professionnelles. Et je pense que cette numérisation était un important pas que nous avons sauté. Merci, ce n'était qu'un petit exemple de ce que nous faisons en Bolivie. On pourrait vous en dire bien davantage. Et nous le faisons à travers ces programmes de développement en coopération. Nous sommes très fiers de tout cela, d'être partie du forum. Et je vous dis au revoir. Merci beaucoup, merci. Et un grand bravo à toute l'équipe bolivienne et un grand merci du fond du cœur. Merci de nous avoir inspirés. Merci Nora et merci à vous toutes et tous. Muchas gracias. Voilà, on va ailleurs, on va en Syrie. Bien sûr, nous savons qu'il y a eu des conflits pendant des années, également des catastrophes naturelles. Et on pense que 450 écoles ont été touchées par le tremblement de terre qui vient d'avoir lieu dans cette région entre la Turquie et la Syrie. Évidemment, à travers tout le pays, les écoles et les universités ont été endommagées à cause du conflit, cette guerre civile qui s'éternalise. Alors, on va aller maintenant à l'est de Syrie, où Caritas a un projet pour amener de l'espoir à de jeunes Syriens et Syriennes. Regardons maintenant la vidéo. « 12 ans après le début de la guerre civile, la crise syrienne reste l'une des crises les plus complexes au monde, avec près de 15 millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire. Dans toute la Syrie, les enfants et les adolescents ont un besoin urgent de protection et d'accès à l'éducation. Plus de 2 millions d'enfants ne vont pas à l'école et 1,3 million d'autres risquent d'abandonner l'école sans avoir des compétences de base comme l'écriture et la lecture. Les enfants sont exposés à de grands risques tels que le travail des enfants, la violence domestique ou le mariage précoce. Le manque de personnel enseignant qualifié est problématique. Les enseignants
sont confrontés à d'énormes défis tels que le manque de matériel pédagogique et les besoins des enfants en termes de soutien psychosocial. Rien que dans la région de la Ghouta orientale, 40% des infrastructures scolaires sont partiellement ou totalement détruites. En collaboration avec Caritas, la Suisse s'attaque aux obstacles à la scolarisation résultant de la guerre civile dans cette région de Syrie. Depuis 2021, Sidra est l'un des enfants qui bénéficient de ce programme à Jarba. En s'engageant dans des sessions de rattrapage d'éducation non formelle et de soutien psychosocial, Sidra a pu progresser dans son parcours scolaire au fil des années. Grâce à sa participation à diverses activités éducatives, Sidra est devenue plus apte à soutenir ses frères et sœurs qui luttent aussi contre différentes difficultés d'apprentissage. En 2023, Sidra et d'autres enfants vont poursuivre leurs études, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus radieux. Avant, les salles de classe étaient gravement endommagées, mais ensuite Caritas est venue et a rénové l'école de la meilleure façon possible. Pendant les heures d'école formelle, nous avions du mal à apprendre, mais en suivant les cours de rattrapage, tout s'est amélioré. Les enseignants nous ont aidés dans notre apprentissage. Les matières du programme étaient l'arabe, les mathématiques, l'anglais et les sciences. Et il y avait une session pour les activités de soutien psychosocial où nous avons appris du personnel du programme. Ensemble, avec les partenaires qui permettent à mettre cela en œuvre, la Suisse s'engage pour justement aider à l'éducation de base dans les régions qui sont touchées par la guerre civile pour les enfants qui sont vulnérables. C'est bien sûr quelque chose qui leur permet d'avoir de meilleures perspectives et d'être plus résilients. Eh bien, on a vu quel est l'impact du conflit aussi sur l'école. Je pense que tout le monde ici présent connaît aussi ce que le Covid a fait avec les écoles, car il y a tant d'écoles dans le monde qui ont dû fermer leurs portes. Maintenant, la grande question se pose, comment peut-on justement créer une éducation, un système d'éducation qui soit inclusif et résilient pour l'avenir? Et on va donc en discuter en table ronde. On a d'abord Chiara Mabuglio, qui est donc responsable chez Bodmer pour la communication. Vous connaissez certainement cette fondation suisse qui promeut l'intelligence artificielle et les outils numériques afin de promouvoir la santé et le bien-être parmi les jeunes. Bienvenue, Chiara. Ensuite, à côté d'elle est Mohamed Habib, qui est ambassadeur pour le Action Challenge de 1 million de jeunes. Il est donc responsable de cela au Ghana. Il va aux écoles, il va motiver les enfants pour s'intéresser à l'environnement, pour sauver la planète. Bienvenue, Mohamed. Ensuite, Ursula Reynolds, ancienne secrétaire d'État pour l'éducation, et puis maintenant elle est professeure des systèmes éducatifs à l'Institut suisse à Zurich. Et ensuite, il y a aussi Dr Azmi Mahavitswa, qui est donc ministère de l'Éducation de la Jordanie. Il est aussi responsable de la recherche scientifique. Bienvenue, Monsieur le ministre. Et on va donc commencer par vous écouter. Quels sont les efforts en Jordanie pour vraiment rendre le système éducatif plus résilient pour les enfants de l'école primaire à plus loin? Bon, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de me donner l'occasion de pouvoir prendre la parole dans ce forum si important. Et je dirais que effectivement l'humanité est face à un nombre de différents défis. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions nous mettre ensemble pour activer le potentiel de la jeunesse, pour qu'on trouve des solutions innovatrices et créatives pour justement transformer le système éducatif pour qu'il devienne résilient. En Jordanie,
il y a eu pas mal de réfugiés face à différentes crises au Moyen-Orient. Nous sommes le 4e pays par rapport au nombre de réfugiés de la Syrie. Et donc, on veut faire en sorte à ce qu'il y ait un environnement d'apprentissage et de soutien pour tous les enfants, tous les jeunes. C'est vraiment une priorité. Et on se focalise surtout sur les enfants qui sont vulnérables, notamment les enfants en situation de handicap ou des enfants de réfugiés. Et cela a été encore réitéré dans notre stratégie 2020-2030. Car on a aussi fait une déclaration sur l'inclusion et la diversité dans l'éducation. Cela veut donc se baser sur les expériences du passé, les leçons qu'on a apprises lors de crises et aussi ce qui s'est passé pendant le Covid-19 afin de développer des stratégies et des directives pour permettre à diminuer les dangers naturels et autres, pour faire face aux crises, pour avoir des plans qui prennent en compte les risques pour les urgences. Et puis qu'on ait aussi un plan qui s'allie avec ce qui se passe au niveau mondial par rapport au système éducatif. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Effectivement, nous savons tous et toutes que les pays autour de la Syrie accueillent pas mal de réfugiés de la Syrie. Et là, bien sûr, l'éducation inclusive les concerne aussi. Vous avez parlé des plans pour l'avenir. On va y revenir par la suite. Maintenant, ce que j'aimerais aussi vous poser comme question, le Covid-19, quel était l'impact de cette pandémie sur l'éducation en Jordanie? Est-ce que c'était quelque chose qui touchait tout le monde, de l'éducation de base jusqu'à l'université? Eh bien, les conséquences de la pandémie a bien sûr touché tous les aspects de la vie en Jordanie comme par ailleurs dans le monde. Donc, c'était social, économique, politique et de santé, bien sûr. Et les perturbations ont été jamais vues auparavant. Et là, on a vraiment eu un arrêt net, disons, d'environ 70% des leçons qui ont été données entre 2020 et 2021. Et donc, il y avait ces effets immédiats par rapport à l'éducation. Cela a aussi fait que le fossé technique s'est encore aggravé. Il y avait peu d'inscriptions aussi à la maternelle, qui fait maintenant partie de la scolarité obligatoire. Il y avait plus d'enfants qui sont sortis de l'école, aussi au niveau universitaire. Donc, l'éducation a vraiment été touchée gravement par le Covid-19. On a vraiment perdu beaucoup d'étudiants qui ont perdu aussi en capacité. Et donc, la pandémie a vraiment eu un impact important sur l'éducation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je crois que beaucoup parmi nous connaissent cette situation aussi, cet impact du Covid sur l'éducation. Maintenant, peut-être prenez un pas en arrière pour qu'on vous voit mieux, sinon on est vraiment sur une ligne droite. Donc, j'aimerais maintenant parler à Mohamed. Donc, l'impact du Covid en Jordanie. Maintenant, Mohamed, vous êtes un observateur. Qu'est-ce que vous avez vu par rapport à l'éducation et le Covid au Ghana? Merci beaucoup. Même avant le Covid-19, il y a eu des grands défis au niveau du système éducatif et économique, développement au Ghana. Le Covid-19 a juste rajouté une couche, pour ainsi dire. Les écoles ont été fermées entre le 1er janvier 2020 jusqu'au mars 2021. Cela a bien sûr eu un effet sur les enfants et les parents. Il y avait donc cette situation au Ghana qui montre que
au moins un enfant ou un étudiant a été touché sur 2 par rapport à la faim, car les programmes des écoles ont dû être arrêtés à cause du Covid, et cela a aussi eu un effet dans ce sens-là. Et puis, comme il y a eu ce manque des outils numériques au Ghana, il n'y a pas eu vraiment des classes virtuelles qui ont pu avoir lieu pour les enfants jusqu'au niveau universitaire. Donc, il fallait tout simplement renoncer à ces leçons, et cela a eu un impact important. Les enfants ont donc perdu l'intérêt même pour l'école parce qu'ils étaient tellement longtemps à la maison. Alors, cela a vraiment affecté le Ghana de façon énorme. Oui, on le voit, bien sûr. Ce fossé numérique dont on parlera dans un moment existe bel et bien. Et puis, donc, vous êtes experte des systèmes éducatifs. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à cet impact du Covid sur le système éducatif? Et je sais que vous faites des recherches au Népal, aux États-Unis et en Suisse par rapport à l'impact sur l'éducation professionnelle et autres. Oui, merci Claire. Oui, je pourrais d'abord réagir à ce que vient dire Monsieur le ministre, et puis aussi ce que Mohamed a dit par rapport à l'impact du Covid-19. Pour certains pays, c'était vraiment juste la goutte qui a fait déborder le vase, parce que la situation était déjà tendue dans pas mal de pays. Et cela nous montre combien cela peut être difficile pour certains groupes. Si je voulais juger le système éducatif, je devrais distinguer entre la scolarité obligatoire ou bien 2e niveau, 3e niveau. Plus vous êtes éduqué, plus vous faites facilement face ou plus facilement face aux difficultés. Mais bon, avec le confinement, tout est fermé. En Suisse, il y a eu un confinement, mais qui n'était pas total, c'était un avantage. Et puis, je parle donc de la scolarité obligatoire. Et puis après le secondaire, 2e niveau secondaire. Si les écoles sont fermées pendant 2-3 ans, cela a un impact énorme sur votre vie, car pendant 3 ans sur 9, vous êtes dans une telle situation. Qu'est-ce que ça veut dire pour leur état psychologique aussi? Et là, il y a plus de recherche qui est faite dans ce domaine par rapport à l'état psychologique des jeunes. C'est cela qui me fait souci. Et cela aggrave encore la situation des jeunes, même après la pandémie. Donc maintenant, on voit dans notre recherche aux États-Unis, au Népal et en Suisse que quand vous exposez les étudiants au niveau secondaire, tertiaire, eh bien, c'est peut-être pas si grave que ça parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui fonctionnent quand même. Et aux États-Unis, on voit que la formation au niveau du travail a continué, par ailleurs en Suisse aussi, sauf pour la gastronomie et l'hôtellerie. Les secteurs ont continué à former les apprenants. Ils ont essayé de vraiment faire face. Mais même au Népal, le programme où ils exposent les gens au stage dans un environnement de travail, cela a continué. Donc, dans ce sens-là, je dirais qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec la jeune génération pour maintenir ce niveau? Car je peux dire que ce qu'on a vu aussi dans la vidéo de la Bolivie, la révolution de la technologie a bel et bien eu lieu dans pas mal de pays, dans pas mal d'écoles. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Mais de l'autre côté,
Nous sommes aussi des êtres humains, nous avons besoin de contacts sociaux. Oui, c'est vrai. Et on peut donc dire que l'industrie a quand même répondu présente, mais les écoles se sont moins bien adaptées, ou en tout cas pas assez rapidement. Donc toute cette idée du reset par rapport au Covid, là je me demande, Ursula, est-ce qu'il y a besoin d'un tel reset dans le système de l'éducation? Qu'est-ce qu'il faut faire différemment? Eh bien, il y a ce fossé numérique qui était là déjà avant le Covid, qui est toujours là car beaucoup de pays ou beaucoup d'individus aussi n'ont pas vraiment l'accès qu'il faut aux outils numériques, n'ont pas nécessairement une connexion Internet. Alors nous savons que la transformation numérique est bien sûr le moteur le plus important dans le marché du travail. Et ça, c'est un aspect très important pour l'avenir. C'est que tous les pays devraient avoir le même accès aux différents outils numériques. Et maintenant, quand on regarde le système d'éducation après la pandémie, on voit que l'apprentissage en ligne va faire partie de l'éducation de l'avenir. Donc, on doit s'assurer à ce que chaque pays puisse vraiment proposer cet accès. Chiara, pour t'amener aussi dans la discussion, car vous êtes là pour promouvoir la santé, le bien-être des jeunes. Quelle est votre analyse comparée à ce que dit Ursula? L'industrie s'est bien adaptée, mais dans l'éducation, il n'y a pas eu ce reset dont on parle. Oui, justement, merci Claire, et c'est vraiment un plaisir d'être ici et d'entendre ces différentes perspectives. Donc, la Fondation Bodmer, oui, bien sûr, on a aussi vu qu'il y a eu l'effet du Covid. C'est une opportunité de faire un reset, mais on peut aussi repenser les choses. Donc, j'entends Mohamed et ses expériences de confinement, les écoles qui ferment, le manque d'accès aussi à l'éducation en ligne, qui n'était pas possible dans certaines écoles ou pays parce qu'il fallait ça par rapport à la pandémie. Eh bien, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'on veut par rapport à l'éducation? Est-ce que c'est continuer à soutenir un modèle d'économie qui continue à croître, ou est-ce que c'est plutôt pour aider les gens à être résilients, ou également pour mieux naviguer dans un monde qui est devenu si peu sûr? Et puis, notre fondation nous a justement permis cette possibilité de réfléchir à tout cela. Qu'est-ce que c'est le bien-être pour nous et pour les jeunes qu'on essaie d'encadrer? Alors pour nous, on pense qu'il faut comprendre les relations qui existent entre les individus, les communautés, les sociétés et l'environnement en tant que tel. Et nous apprenons ensemble avec nos partenaires comment cela est possible. Nous avons des partenaires au Maroc, à Tanger, et peut-être vous connaissez, et puis ces partenaires ont donc choisi cette approche relationnelle pendant ces 10 dernières années. Il s'agit d'humaniser l'éducation, humaniser la société, remettre les valeurs au centre, le respect, la dignité, la tolérance, pas seulement dans l'infrastructure des écoles, mais également dans les cœurs et les têtes des gens. Et cela veut dire différentes choses pour différentes personnes. Ça a l'air chouette, tout à fait. La dignité, le respect, l'amour, la tolérance, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'on fait différemment quand on veut introduire cela dans les écoles au Maroc? Eh bien, c'est l'approche tankine. Et là, chaque école travaille avec les enseignants, avec les étudiants, la communauté pour développer des réponses pour mieux promouvoir ces relations entre les différents systèmes. Donc, dans mon école, dans une école, par exemple, c'est de créer un environnement où les jeunes peuvent donc avoir des capacités autour de la collaboration, résoudre des conflits, des problèmes. Il y a une bibliothèque qui est intergénérationnelle. Souvent, il y a aussi des femmes âgées de la communauté qui sont là, qui aident vraiment à transmettre aussi un certain nombre de valeurs.
Et ça, c'est très important, je pense. Peut-être c'est vraiment un moment qui concerne notamment le monde arabe. Donc, Monsieur le ministre, vous vouliez dire quelque chose? Oui, en effet. Force est de constater qu'il s'agit de l'impact des répercussions de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne le système de l'éducation et de la formation, qui a fortement souffert. Et dans ce domaine, il est indispensable que nous ayons des programmes promotionnels afin que nous puissions sortir de l'impasse et récupérer ce qui a été perdu, notamment dans des pays à bas revenus. Cela est très, très important de faire ce travail de rattrapage et de récupération, puisque c'est une espèce de de longue durée, qui sera sans doute pluriannuelle. Et vous imaginez, vous confirmez peut-être aussi qu'on a besoin de plusieurs décennies pour rattraper ces 2 années que nous avons perdues à cause de la COVID-19. Et cela exigera un certain prix, et c'est prioritaire. Absolument. Absolument. Ursula Reynolds, est-ce que vous pouvez confirmer comment peut-on rattraper ce temps? Et j'aurai donc une autre question à Chiara tout à l'heure. De quelle façon peut-on rattraper le temps pour qu'il ne soit pas perdu à tout jamais? Eh bien, il me semble, quant à moi, que c'est précisément ce que j'aimerais faire. Des millions et des millions de personnes ont des problèmes psychiques et psychologiques à cause de la pandémie. Ils ont besoin de respect, besoin d'accompagnement, besoin de décence, besoin aussi de contact social et informationnel. Et c'est la chose difficile. On ne peut pas seulement le faire avec une seule numérisation technologique. Il faut aussi, en quelque sorte, l'interaction physique présentielle. La solution rime avec l'avenir et on a besoin des deux choses. L'accessibilité de l'éducation, des instrumentaires numériques sont importants, mais ce dont nous avons besoin pour devenir résilients, c'est aussi, eh bien, ce que je peux dire en fonction des données que nous brassons. Et cela se fonde essentiellement par cette incroyable transformation numérique de la société dans tous les systèmes universitaires, formation professionnelle ou école obligatoire, etc. Le plus important, eh bien, ce sont les soft skills, les capacités douces ou opératoires. Pourquoi? Eh bien, il ne s'agit pas seulement d'aiguiser les capacités technologiques, si vous défendez le respect et la décence humaine. À l'opposé, si vous avez perdu ce respect et cette décence, vous ne pouvez rien faire et dès lors, ces soft skills, ces capacités sociales et culturelles doivent être enseignées, doivent être apprises. C'est autre chose que les hard skills, que les capacités mathématiques ou scientifiques. On le voit d'ailleurs aussi dans les bases de données. Il n'y a aucune autre possibilité que de développer les soft skills pour assortir la technologie des éléments de la décence, de l'amour, de l'empathie et aussi de la solidarité. Monsieur le ministre, vous l'avez mentionné, je me souviens, il y a quelques années, j'étais auprès de l'OCDE, il y avait une femme qui représentait le groupe Siemens, une ingénieure, elle a dit ce que vous dites à l'heure actuelle. Elle avait dit, nous n'avons pas besoin de personnes par définition qui sont des scientifiques ou qui cultivent la tour d'ivoire, mais qui peuvent s'adapter pour que ces soft skills soient vécus, coulés dans le moule du quotidien. Oui, les soft skills sont très importants et pour ce faire, on a besoin de plus qu'un seul niveau. Pour réussir en la matière, il est indispensable que nous changions les plans didactiques, que nous relancions la formation continue du corps enseignant dans ses nouvelles capacités douces, sociales, culturelles, soft skills. Tout le système d'éducation doit être changé dans cette direction-là et pour ce faire, il est indispensable que nous mettons à contribution de nouvelles méthodologies. Et surtout, il convient d'en renforcer la formation des profs. Je viens de réfléchir en vous entendant, Monsieur le ministre, et Madame Chiara, dans votre fondation, est-ce que vous travaillez avec des représentants du corps enseignant afin que vous ne changiez pas seulement la méthode de l'enseignement, mais peut-être le corps enseignement aussi? Oui, tout à fait, nous travaillons sur les humains. Nous avons donc cette espèce d'approche collaborative ou coopérative. Tous les titulaires doivent participer dans un tel processus de modification qui se fait et qu'il convient de piloter dans une certaine façon. Oui, il s'agit précisément de cette approche. Jeter un pont le rivière avec les parents, avec le contexte ambiant, avec tous les acteurs, c'est vrai. Il faut tenir compte de toutes les directions pour les faire converger. Peut-être peux-je aussi rebondir sur la formation des professeurs. On peut peut-être accélérer la chose si on y engage aussi le secteur du travail. Toutes les recherches ne démontrent-elles pas
que ces soft skills peuvent être développés assez aisément. Dans le cadre des postes d'emploi, il y a plusieurs modèles et plusieurs rôles dans ce secteur et les jeunes gens peuvent développer leur propre style. Dans l'école, c'est peut-être pas un site très idéal pour apprendre les soft skills, c'est un peu le problème. Donc, c'est une chose pragmatique. Deuxièmement, les enseignants de la formation des profs est un sujet extrêmement délicat. Personnellement, j'étais responsable, quant à moi, dans le cadre d'une HEP pendant 5 ans en Suisse, une haute école pédagogique, donc, et il fallait que nous nous branchions sur un changement numérique. Pour les jeunes gens, ce n'était pas un problème, mais pour les anciennement, les têtes chez nu, pour les appeler ainsi, c'était un vrai problème. Donc, je vous recommande aussi de composer avec le corps enseignant et de travailler avec des représentants des entreprises qui donc connaissent très bien les nouvelles technologies et qui vous peuvent donner un coup de main aussi dans la scolarisation. Donc, il ne faudrait pas critiquer les profs leur disant qu'ils ne font pas un bon travail. Ce serait la fausse approche. Je pense que leur travail d'enseignant a beaucoup changé. C'est parfois difficile de s'adapter à cette cavalcade sordide que sont ces cadences de changement. Donc, tout le monde qui participe du processus doit aussi comprendre le monde du travail comme un site de travail. Mohamed, dans vos remarques liminaires, vous avez parlé de ce clivage, de cette espèce de dichotomie qu'il y a dans la numérisation. Comment cela se présente-t-il et comment au Ghana on compose avec? Merci d'avance. En ce qui concerne les pays plutôt ruraux, plutôt rupestres, comme certaines provinces du Ghana, eh bien, on constate que les défis sont extrêmement grands, voire herculéens, puisque dans ce domaine, notamment dans le plat pays, on voit un peu que les personnes n'ont pas d'accès à Internet ou à ces nouvelles technologies, qu'ils sont complètement découplés du monde des ordinateurs. Dans certains cas, ils ont peut-être un ordinateur de village, mais il n'y a pas d'énergie, manifestement, pour pouvoir utiliser cet ordinateur tout au long de la journée. J'évoque dans ce contexte-là le problème infrastructurel de certaines régions ou de voies de raccordement qui font défaut. Donc, ce genre de raccordement doit être garanti tant en milieu urbain qu'aussi en milieu rural. Souvent, c'est un problème de finances. Beaucoup de personnes n'ont pas l'accès pour des raisons fiduciaires ou financières à un accordement Internet. Je dirais qu'au Ghana, puisque c'est bien mon pays, selon ma conviction et aussi mon expérience, plus de 50% de nos compatriotes n'ont pas accès à Internet et à ce monde numérique. Donc, il y a un énorme clivage ou d'énormes clivages pluriels dans mon pays. Oui, la numérisation, mesdames et messieurs, accouche de certains avantages incontestablement et a aussi sauvé la vie à beaucoup de personnes pendant la pandémie ou leur a facilité peut-être la vie. Et un autre sujet que j'aimerais aborder dans le cadre de cette table ronde, puisque vous représentez le monde de l'OMS et au sein de l'Organisation mondiale de la santé, on parle en quelque sorte de la confidentialité des données. Et qu'en est-il donc de la possession des données aussi dans le système de l'éducation? Oui, alors la protection de données, c'est un vrai problème. Nous avons, avec notre fondation, fait des expériences avec le gouvernement sanitaire et la santé publique, notamment avec les principes directionnels, donc la gouvernance qui s'applique au gouvernement sanitaire et de quelle façon les données sont mises à contribution. On peut apprendre beaucoup de choses quand on fait usage de ces données. On peut développer des modèles systémiques, d'une part, et de l'autre, nous devons garantir un équilibre, un juste milieu, en quelque sorte, entre les risques que nous encourons, d'une part, et d'autre part, les avantages qui en découlent. Dans le système de l'éducation et de la formation, on doit encore beaucoup apprendre. Probablement, y a-t-il un risque majeur que des jeunes gens ou que des étudiantes et étudiants, dans leurs activités, eh bien, développent chacun en quelque sorte sa petite vérité, tout le monde défend sa propre cause, tout le monde défend son propre chemin. Dans un certain sens, c'est indispensable, mais nous devons mettre cela en concertation. Il en va de même pour le secteur de la santé. Donc, cette thèse d'individualisation de la formation qui a des avantages abrite aussi quelques dangers. Il faut un cadre général et beaucoup de personnes ne sont pas conscientes du risque, surtout pas en ce qui concerne la protection des données. Oui, nous ne sommes qu'au stade embryonnaire d'une protection des données efficace et il y a quelques dangers. Je pense, quant à moi, que
il faut déterminer la propriété des données. Mais si les écoles brassent beaucoup de données et le font immanquablement, mais cela peut être difficile si on ne sait pas s'en servir convenablement, ou si peut-être cela est fait par d'autres personnes. D'ici quelques minutes, on va accuser réception de quelques questions Slido, mais merci pour cette discussion. J'aimerais aussi esquisser un défi qui est peut-être un peu du futur. Bon, ça existe déjà, c'est le changement climatique. Monsieur le ministre, vous mentionnez il y a quelques instants plusieurs solutions numériques qui s'appliquent à pas mal de préparatifs pour réduire certains risques, notamment dans le catastrophisme climatique. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Nous avons développé un système assez intéressant, à vrai dire. C'est un système de gestion. Et dans ce domaine, nous avons fait aussi un plan d'urgence et de secours en ce qui concerne la continuation et la pérennisation de la formation en cas de catastrophe. Et cela est très important dans le contexte du changement climatique et même de la catastrophe climatique. Le changement climatique, quant à lui, porte en germe ce risque absolument majeur, eh bien, d'être en quelque sorte un cadre superposé des pandémies. Nous devons donc relever les effets actuels et futurs du changement climatique avec ou sans pandémie afin que ces risques puissent être davantage reconnus, relativisés pour, en quelque sorte, réduire la casse. Il faut donc observer le climat, il faut faire des simulations, penser en scénario, nous devons déterminer des risques et des aléas et nous devons travailler avec davantage de technologie afin que nous puissions mieux estimer l'impact et l'amplitude des risques et de minimiser leur impact. Et les risques changent comme le monde lui aussi change sans cesse. C'est donc une procédure progressive, graduée, que nous devons toujours évaluer, qu'il faut reconstruire de façon itérative afin que nous puissions de mieux en moins composer avec ces risques. En d'autres termes, la technologie peut être et même est un rôle très important quant à l'estimation des risques. Et comme vous l'avez dit à juste titre, le changement climatique manifeste un gigantesque potentiel de dangers qui vont entraîner d'autres dangers, des pandémies. Mohamed, tu es notre expert en matière de climatologie, tu as fréquenté beaucoup d'écoles, tu as aussi dit aux jeunes de quelle façon nous pouvons ensemble sauver cette planète qui est en danger. Donc, 1 million de jeunes qui aimeraient sauver la planète, et je suis moi-même aussi ambassadeur de ce programme. Et nous avons ainsi développé plusieurs mesures qui regardent les municipalités et les communes. Ce que je fais concrètement, je rends visite aux écoles, in situ. Je me rends sur place et je discute avec le corps enseignement, je discute aussi avec les garçons et les filles, les élèves et les étudiants. Et force est de constater qu'en ma fonction d'ambassadeur de ce programme, si j'ai un accès à l'école, eh bien, j'essaye toujours d'argumenter de façon pratique et de faire une formation coulée dans le moule d'une certaine faisabilité. J'entends par là qu'il y a parfois donc la nécessité de faire un travail de recyclage ou, que sais-je, de planter des buissons ou des arbres ou d'entretenir des végétaux. Et pour les enfants, pour les élèves, ce sont des activités pragmatiques et utiles qui sont aussi source d'une grande satisfaction et nous le faisons dans les écoles et je crois que cela aide au sens pluriel du terme. Des exemples pratiques, haptiques, assimilables sont toujours utiles pour frayer la voie au progrès. Il est bien plus utile que de faire du pragmatisme que de s'enfermer dans une tour d'ivoire de théorie. Oui, eh bien, il faut apprendre sur le tas, learning by doing, apprendre des choses en agissant aussi dans le changement climatique. Oui, aussi, il faudrait besoin de davantage de Mohamed sur le monde, davantage de Mohamed pour se battre contre la catastrophe climatique. Vous applaudissez à juste titre. Pourquoi cela? Parce que c'est déprimant de constater les jeunes gens, eh bien, voient les catastrophes, voient les désastres qui vont s'intensifier en multipliant aux alentours du globe. Et vous avez aussi le clivage qui se creuse entre les hémisphères boréal et méridional. Vous, dans le Grand Sud, vous souffrez bien davantage que nous dans le Nord dit civilisé. Et je suis tout à fait d'accord quand on dit que non seulement faut-il donc apprendre la physique ou la chimie ou les maths, et de quelle façon donc on
réduit l'augmentation de la température, mais de démontrer de façon très concrète ce qu'on peut faire pour améliorer la vie. Retournons donc à cette possibilité de faire quelque chose de concret, de prendre sa vie entre ses propres mains, avec sa responsabilité. Donc, Tibet, Technical Innovation Training of What, c'est un programme, c'est un paquet, une boîte à outils concrète en matière de formation professionnelle. Dans le forum d'aujourd'hui, il s'agit de l'éducation. Et souvent, nous quittons nos institutions, nous essaimons vers les communes. On n'est pas seulement dans les écoles, hein. On fréquente aussi les maires ou les préfets ou les autorités républicaines. Et regardons quelques questions maintenant de la salle, mesdames et messieurs. Sur Slido, quelqu'un nous dit, que je le cite convenablement, permettez-moi de me repérer, Ursula disait que les écoles ne sont pas le bon foyer pour donc développer les soft skills, c'est-à-dire ces valeurs culturelles et de proximité. Cela peut-tu t'expliquer ce que tu veux dire? Oui, très volontiers, si vous me donnez l'opportunité. Eh bien, ces célèbres soft skills sont des compétences sociales et culturelles, capacité communicative, capacité informationnelle, respect des sens, mentalité civile, citoyenne et républicaine. Nous avons fait des études en Suisse, aux États-Unis, ailleurs aussi. Toutes ces études démontrent que de telles compétences sociales et sociétales, on peut les développer dans un contexte pragmatique. Dans le monde du travail, si on a une salle de classe avec 24 ou 30 élèves et un professeur, on n'a qu'un seul exemple. Avec une bonne professeure, elle se le présente bien, mais si la professeure n'est pas tellement appropriée, comment voulez-vous donc faire rejaillir l'étincelle des soft skills, des compétences sociales et sociétales et culturelles? J'ai donc essayé de propager ces soft skills, mais c'est très, très difficile parce que la plupart des élèves, eh bien, ont d'autres situations de départ. Il y a certains enfants, certains ados qui, de la part de leurs parents, de la part de leurs voisins, ont acquis des compétences sociales remarquables. D'autres, pas du tout. D'autres sont restés sur le carreau. Donc, le standard est très protéiforme auprès des garçons et des filles. De quelle façon faut-il composer avec cette disparité, avec ces situations de départ profondément inégales? Et regardons ce qu'il en est dans le cas du marché d'emploi. Il y a des exemples, c'est le monde des adultes, les gens qui sont pour aimer le succès. Il y a des bons comportements et de mauvais comportements. Ce qui veut dire que le long de bons exemples, on peut faire des émules et propager le bon message. Et à contrario, on peut aussi faire fausse route. Mais je peux très volontiers partager avec vous les résultats de ces études. Oui, c'était une réponse très claire à la question qui a été posée. Une question à vous, Monsieur le ministre, Monsieur Azmi. Qu'en est-il dans les camps des personnes réfugiées syriens en Jordanie avec la formation de ces personnes réfugiées? Ils ont le même accès au système éducatif que les petits Jordaniens. Ils ont accès aux mêmes écoles, aux mêmes professeurs, aux mêmes sites. Nous travaillons aussi avec des enseignants à temps partiel parce que nous manquons cruellement de professeurs, mais ils ont le même accès que les Jordaniens, les Syriens dans ce royaume hachémite de Jordanie. Education for Future, l'éducation pour demain, doit aussi prendre en considération le changement climatique. Nous en parlions à l'instant même. Quelle est donc la contribution de la coopération internationale en la matière? C'est presque déjà comme une thèse d'agrégation. Ursula Reynold, est-ce que tu veux tenter de répondre à cette question? Eh bien, je dirais tout simplement que tous les donateurs devraient donc se regrouper, devraient réfléchir dans un grand remue-ménage comment on peut donc marquer l'anacrouse d'une nouvelle politique. Le changement climatique, pour beaucoup de garçons et de filles et d'étudiantes et d'étudiants, est un phénomène abstrait. Il faut mieux comprendre le changement climatique en le vivant, en sachant où il se perpètre et, comme Mohamed l'a dit, apprendre comment il faut y réagir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prime abord de prononcer des thématiques ou des énoncés. Ce n'est pas la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est de prendre des mesures qui soient donc comprises par les parents, par les mères, par les voisins, par tout le monde, respectées, admises, exécutées. Et c'est pourquoi je suis ravi que non seulement vous fréquentiez les écoles, mais que vous visitiez aussi vos mairies locales. Il n'y a pas de solution toute simple, sinon toutes ces mesures eussent déjà été prises. Chiara, je m'adresse à vous. Il y a des potentiels qui existent quand on doit un peu tourner Kazakh en matière de formation. Quelqu'un pose la question, demain va déroger du contexte d'aujourd'hui. N'y a-t-il pas le risque de savoir notre interlocuteur que notre système présent reproduira un système de futur plutôt que d'inventer de toutes pièces un nouveau système? Ça, c'est une question tout aussi difficile que légitime. Difficile d'y répondre. Je dirais que notre PDG
M. German le dit tant et plus. Il dit, eh bien, l'intelligence artificielle ne va jamais se substituer au corps médical ou au corps enseignant. Mais l'AI, eh bien, va remplacer les profs et les médecins qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il convient de déterminer. Il faut peut-être reculer pour mieux sauter. De quelle façon voulons-nous regarder nos systèmes, notre vie, notre République? Quelles sont les relations qui existent? Quelles sont les relations qu'il faut davantage entretenir? Ou faut-il en partie un nouveau tissu relationnel? Tout cela est dans le sillage du changement climatique, bien évidemment. Il faut que nous comprenions comment les choses sont en interactivité, en coalescence en quelque sorte, et que l'abstrait doit être concrétisé, personnalisé. Et la personnalisation, c'est pour nous une bonne occasion d'impliquer davantage de jeunes gens, pas seulement pour leur tendre l'oreille, mais des gens comme Mohamed et d'autres qui mettent la main à la pâte, qui retroussent les manches, qui travaillent et qui œuvrent pour un nouveau futur, qui d'entente avec nous sont en train de modeler les systèmes de formation et d'éducation du futur, qui déterminent de nouvelles trajectoires avec nous, de nouvelles filières à développer. Et nous avons tous savouré, vous et moi, dans cette salle, une belle formation. Mais nous pouvons encore apprendre davantage de ces personnes qui sont encore en pleine gestation, en pleine formation, ou qui viennent de terminer leur formation. Il faut leur tendre à l'oreille et travailler avec ils et avec elles. Une question pour Chiara, Mohamed et Ursula, donc une question ternaire. Et même pour Monsieur le ministre, à savoir comment des acteurs internationaux, des gouvernements, peuvent se responsabiliser ou peuvent être tenus de responsables. C'est une question d'obédience générale. Et ce serait l'ultime question avant que Monsieur le ministre aura le mot de la clôture. Donc, comment faut-il faire en sorte que la formation soit prioritaire et que quelqu'un y réponde au niveau des gouvernements, pour Chiara et pour Ursula? Eh bien, je pense que grâce à de telles conférences comme aujourd'hui, où plusieurs parties, plusieurs titulaires se regroupent, on échange des expériences, où très précisément, on est en train de nous raconter des épopées de succès des communes, des municipalités, des écoles, en tendant l'oreille vers les jeunes gens, en s'engageant de ce processus du changement, de la modification et de l'échange, et d'entendre, et partant quand on entend, d'écouter. Les gouvernements, il faut les responsabiliser en les contraignant de nous écouter. Monsieur le ministre, c'est un privilège de partager avec vous cette scène, cette scénographie. Eh bien, je dirais, eh bien, amour, respect et décence. Voilà ce qu'il faut réaliser. Et si on le fait tôt ou tard, nous aurons un système d'éducation qui repose sur cette espèce de fonction ternaire, amour, respect et décence. Et par la suite, nous aurons un contexte ambiant où les gouvernements vont se tenir pour responsables et vont se responsabiliser. Je suis chercheuse et comme ancienne secrétaire d'État, il faut que je vous dise qu'il s'agit de l'évidence de fournir la preuve. L'évidence et la preuve, c'est toujours très, très utile pour persuader les gouvernements de s'engager dans une certaine voie. À défaut, on est dans la mouvance d'opinion et cela n'est pas très sensé, à vrai dire. Monsieur le ministre, vous avez le droit de répondre, de réagir comme bon vous semblera, comme représentant du gouvernement. Et il y avait encore une petite question. Que faut-il, que peut-on changer? C'est une bonne question finale. Que faut-il changer de façon prioritaire afin que nous soyons davantage préparés à de futures crises? 2 points. Eh bien, la formation est un droit humain, n'est-ce pas? Un droit inaliénable, fondamental. C'est aussi un droit politique et républicain. La formation est un investissement dans le futur, un investissement dans l'économie de chaque autonomie, et c'est pourquoi les gouvernements se doivent d'être responsabilisés. Et pour ce qui est de la systémique de formation et de l'éducation, eh bien, je dirais quant à moi que je pense qu'il existe l'approche qui est plutôt solutionniste, plutôt opératoire. Il ne s'agit pas toujours de contenu au dénoncé. Les enfants, les élèves apprennent et tout en en créent de nouveaux énoncés qui leur sont propres. C'est un processus itératif et je crois qu'il faut nous préparer convenablement et aussi préparer les jeunes à l'avenir pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Et quant à la résilience des systèmes d'éducation, j'aimerais dire tout simplement, il s'agit de l'inclusion et il s'agit aussi de la diversité.
du caractère protéiforme de nos systèmes. C'est un critère impératif après la pandémie. Personne ne doit rester sur le carreau, personne ne doit être négligé, personne n'est voué à l'abandon. C'est cela la principale leçon de la pandémie. Au royaume hachémite de Jordanie, nous sommes tout à fait convaincus qu'il y a une opportunité singulière, unique, non seulement après des crises, faire un travail de reconstruction, mais nous avons l'opportunité extraordinaire d'arrêter l'aiguillage du système de formation de façon telle pour qu'il soit amélioré pour le bien majeur des jeunes et pour renforcer leur carrière. Il y aura sans doute aussi des ateliers et des groupes qui vont se plancher sur ce sujet. Je dis un grand merci à aux distingués co-disputants de la table ronde et je vous accompagnant et je donne la scène à Nora et Vikina qui vont nous faire des quittances de notre public virtuel et de leurs différentes opinions. Un grand merci donc pour cette discussion extrêmement intéressante qui était tout aussi plurielle qu'intéressante. Eh bien, les gens qui étaient en duplex ont aussi discuté sur Zoom. Merci beaucoup d'avoir marqué présence numérique. Mais force est de constater, nous avons aussi un mentimètre. Et voici donc les premiers résultats. Merci beaucoup. Beaucoup de questions ont été posées, en effet, entre autres, dans quel secteur travaillez-vous? Et là, nous avons des organisations internationales, des organisations de la société civile, mais nous avons 15% d'étudiants dans cette salle et aussi en ligne. C'est quand même une belle répartition. Il est agréable de constater de quelle façon les intérêts SM, comment ils sont représentés dans beaucoup de sections, intérêts pour l'éducation, pour la formation. Nous voulions savoir dans une autre question, eh bien, de quel pays venez-vous? Et nous sommes en Suisse, on voit que les Suisses sont bien représentés, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent d'étrangers lointains. On a des collègues de Macédoine du Nord, de Philippines, Brésil, Chine, Allemagne, Malaisie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, etc. Donc une grande communauté internationale. Il y a plus de 120 pays et nations qui se sont annoncés à ce forum de coopération internationale. De quelle façon les systèmes éducatifs et de formation peuvent-ils être plus résilients pour relever de futurs défis dans les règles de l'art et en parfaite éthique de responsabilité? Et vous avez beaucoup de questions. Guerre étonnant, investissement et technologie, force novatrice, mais on parle aussi d'allègements fiscaux. Pourquoi pas après tout? Quelques 70 personnes ont dit cela. Et pendant la table ronde, nous avons entendu à quel point des soft skills, des facultés sociales, culturelles et humanistes sont importants. Beaucoup de personnes sont toujours en train de répondre à cette question, mais je lis aussi que les enseignants devraient aimer leurs élèves et leur travail, qu'il faut aussi affûter une conscience sanitaire. Bref, il y a beaucoup de réflexions très importantes. La plupart sont parfaitement complémentaires et presque jamais substitutives. Et voici la dernière question du mentimètre avant même que nous n'ayons notre pause républicaine bien méritée. Nous voulions savoir quels sont les futurs talents et capacités qui sont un prérequis pour la maîtrise de l'avenir, qui est teintée d'insécurité. Et l'une des questions, des réponses les plus nommées était la pensée critique. Donc, il y a des modifications, on a besoin de nouvelles approches. La pensée critique, la question épistémologique joue un rôle extrêmement important. Et il y a aussi 15% d'étudiants, comme je l'ai mentionné, qui donc participent en ligne et il y a aussi des capacités numériques qu'il faut remplacer et des capacités créatrices au sens large du terme. Adaptabilité, résilience, résistance et la totalité de ces mots ont été collectionnés, seront analysés, seront dépouillés et au-delà du forum seront aussi mis à votre disposition. Merci pour votre attention. À l'heure actuelle, une petite pause et par la suite commencent les sessions parallèles et de travail concret. Il y aura des personnels d'accompagnement de distingués cicérones qui vont vous accompagner dans les salles irrelatives. Vous constatez sur votre badge onomastique à quelle session
thématique avez-vous été contribué? Pour nos participants en duplex, en ligne, eh bien, vous appuyez sur le bouton de Zoom pour vous mettre dans l'espace virtuel sollicité. Vous aurez remarqué, nous avons dans les pas perdus aussi toute une exposition où beaucoup d'associations et d'ONG aimeraient partager avec vous leurs idées, leurs propositions, leur idéalisme, ou pour répondre à vos questions. Il y a donc 28 stands qui ont été dressés. C'était la première partie de cette conférence. Nous espérons que la conférence vous aura plu jusqu'à présent. Excellente pause. À tout à l'heure.